Ma mémoire n'est pas courte. J'ai une mémoire, mais qui est longue, infinie. Une mémoire intraitable et têtue qui pousse jusque dans la nuit de temps. Ma mémoire est celle de mes frères et mes sœurs, celle de mes pères et mères, celle de toutes les générations de mon peuple qui a souffert. L'indigénat, le travail forcé, l'effort de guerre pour une guerre qui n'était pas notre guerre mais la leur. Celle des capitaux. Sur les routes de l'enfer dans l'air flamboyant, sur les chemins brûlants, j'ai vu trimer des prestataires loin des villes, des villages, sous la pluie, dans le vent. Énervés, affamés, exsangues, criblés de blessures, privés, exilés, des centaines, des milliers, des millions de travailleurs forcés, déplacés, ont souffert leur martyre et ruiné leur dégradation. Oh. Les grandes forêts discrètes, les vastes fleuves aux immenses caïmans, les profondeurs abyssales des mers ont été témoins muets de la tragédie centenaire de coupeurs de billes, de coupeurs de bananes, de cueilleurs de caoutchouc, de ramasseurs de palmistes, de chasseurs d'éléphants, de chasseurs de crocodiles, de pêcheurs de perles, de toute l'existence humiliée de mes frères. En 2001, la France reconnaît la traite et l'esclavage transatlantique comme un crime contre l'humanité par l'adoption de la loi dite loi Taubira. Mais avant même sa discussion à l'Assemblée nationale, l'article 5, parlant des réparations, fut éjecté par la commission des lois. Les discussions entre la garde des Sceaux, Madame Guigou à l'époque, et le ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn, donnent quelque chose de ce genre. Peut-on envisager les réparations et les chiffrer? Réponse: non. Le sujet n'est pas le prix du sang. Le sujet n'est pas le prix de la douleur. Il ne s'agit pas du prix du crime. Ce dont il s'agit, c'est des héritages d'un côté et de l'autre, négatifs et positifs. Des conséquences aujourd'hui, et monsieur le député Bicep nous en parlera avec un sujet tout à fait contemporain, le chlordécone. Jean-Jacob Bicep, qui est député européen de la circonscription d'Île-de-France, son actualité, c'est qu'il a récemment demandé, au travers d'une déclaration écrite, une journée européenne de reconnaissance en faveur des victimes de la colonisation et de l'esclavage colonial. Monsieur le député. Le problème de pollution qui a lieu dans les anciennes colonies françaises de Guadeloupe, Martinique plus particulièrement. Et ce problème concerne un organochloré du nom de chlordécone. Alors le chlordécone a permis d'empoisonner. Je dirais que ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est plutôt la chronique d'un empoisonnement annoncé. Alors le titre n'est pas de moi, il est de Raphaël Confiant. Il a écrit un livre sur cet empoisonnement en Martinique il y a déjà quelques années de ça. Alors comment ça se fait que la plupart d'entre vous n'ont pas entendu parler de ce qu'on peut considérer comme étant le plus grand scandale sanitaire après le sang contaminé qui a existé en France ces dernières années? C'est un vrai mystère. Un vrai mystère, mais un mystère dont on devine
le pourquoi et le comment. Alors, au commencement de cette histoire, il y a la colonisation. Bien entendu, je ne vais pas vous raconter la colonisation, mais je vais quand même contextualiser. La Guadeloupe et la Martinique, dont il va principalement s'agir ici, deviennent des colonies françaises. À partir de ce moment-là, s'établissent des colons qui prennent la place des populations locales qui sont des Amérindiens, qui sont exterminés. Il faut savoir qu'actuellement, sur ces territoires, il ne reste plus de populations premières. Les peuples premiers ont entièrement disparu. La seule chose qui reste, c'est les traces archéologiques. La conséquence de cette libération en 1848, c'est que c'est la terre pour les possédeurs d'esclaves que sous ces cieux on dénomme des béquets. Donc les béquets, vous m'entendrez souvent dire béquets, il faut savoir que ce sont les descendants des colons, ce sont les anciens propriétaires d'esclaves en Guadeloupe et en Martinique. Donc eux, ils récupèrent en 1848 la terre, ils perdent leurs esclaves, mais comme les esclaves dans le Code noir étaient considérés comme des biens meubles, ils sont dédommagés. Les anciens esclaves, eux, héritent de la liberté et de la pauvreté. C'est une colonie jusqu'en 1946. Et c'est une colonie qui fonctionne selon le modèle colbertiste. C'est-à-dire que la colonie produit pour la métropole exclusivement. Donc, on a un modèle qui se met en place, un modèle économique où la production est orientée vers l'exportation. Et ce modèle colbertiste est basé sur la monoculture et deux grandes cultures vont progressivement se mettre en place. La canne à sucre, qui existait déjà à l'époque coloniale, d'ailleurs les esclaves y étaient, et une autre culture qui va venir quelques années après, c'est la banane. Et c'est par la banane que viendra ce scandale sanitaire. En effet, pour répondre à des standards, notamment les standards européens de goût et de marketing, on va utiliser massivement un pesticide pour combattre un parasite qui s'appelle le charançon. Alors le charançon attaque la banane et la particularité de ce charançon, c'est qu'il fait que les bananes ont des petites taches noires et les goûts et les standards européens considèrent que les bananes avec des petites taches noires ne sont pas des bananes commerciales et ne sont pas bonnes à manger. À part que j'en ai mangé toute mon enfance. Mais bon, c'est la façon dont on produit et on donne à consommer en Europe. Mais la conséquence de tout ça, la conséquence c'est que nous sommes dans des pays qui sont des pays tropicaux. Et pour produire ces bananes au standard que l'on veut, on fait deux choses. Premièrement, on sélectionne les variétés. Donc, on fait disparaître les variétés qui sont résistantes pour les remplacer par des variétés qui sont économiquement plus rentables. Mais des variétés économiquement plus rentables en milieu tropical demandent de plus en plus de produits phytosanitaires. Et l'un de ces produits phytosanitaires, c'est le chlordécone. Et on va massivement utiliser du chlordécone pour produire pour l'exportation en Guadeloupe et en Martinique durant de nombreuses années, jusqu'en 1994. À part que le chlordécone est un organoporeux qui est nocif, c'est un perturbateur endocrinien. On le sait, depuis 1976, il est interdit aux États-Unis. Il est interdit en France quelques années après. En 1978,
le chlordécone est interdit en France. Mais on continue quand même à l'utiliser dans ces contrées lointaines françaises parce que un groupe de pression, le groupe des Béquets, fait pression sur le ministère pour qu'il continue et continue encore à autoriser ce pesticide, cet organophosphate, et les conséquences sont ravageuses. Durant des années, jusqu'à ce que arrive en France hexagonale une cargaison de patates douces et que les autorités sanitaires demandent l'analyse de ces patates douces, comme on choisit par hasard des denrées arrivant sur un port. Et surprise, ces patates douces sont remplies de chlordécone. Alors on dit, oh là là, on ne va pas consommer ça en France hexagonale, vous comprenez, il y a beaucoup d'autres pesticides. Ça, ce n'est pas consommable en France hexagonale. À part que personne n'est alerté, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, sur la teneur en chlordécone des produits, notamment des produits maraîchers. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le chlordécone, par les infiltrations progressées vers les rivières, vers les cultures maraîchères qui se trouvaient à proximité de ces bananeraies, contaminer ces cultures, dont toutes les plantes tuberculaires, dont la patate, l'igname, la manioc, toutes les plantes qu'on pouvait produire de cette manière. L'aquaculture, les bassins à Ouassou ou les bassins à Écrevisse aussi sont contaminés. Progressivement, les rivières sont contaminées. Les récifs coralliens et les poissons finissent par être contaminés. Nous avons progressivement toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Et toujours pas de réaction. Au bout d'un moment, alerté justement par le fait qu'en France métropolitaine, on a considéré que les bananes, que les patates douces n'étaient pas bonnes à la consommation, on se dit, mais si ce n'est pas bon pour les Français de France, pourquoi ce serait bon pour les Français de la Guadeloupe et de la Martinique? Et finalement, les défenseurs de l'environnement se saisissent du problème, pratiquement 15 ans, que cette affaire traîne devant les tribunaux. Dans un premier temps, on a essayé d'intimider les défenseurs de l'environnement en leur disant qu'ils étaient des criminels et qu'ils s'attaquaient à une production sur laquelle repose l'économie de ces îles et qu'en s'attaquant à cette production, ils allaient mettre des milliers de gens au chômage. Ensuite, voyant ces militants ne baissaient pas pavillon, on est passé à l'intimidation. Ensuite, on est passé au fait qu'on a égaré les dossiers. Le tribunal a perdu plusieurs fois les dossiers d'instruction, fait suspendre les avocats des associations qui s'occupaient de ces dossiers. Donc, la machine judiciaire s'emploie à faire en sorte que cette affaire ne soit pas portée et ne soit pas au su du grand public. Mais la pression continue et la population, de plus en plus informée, se bat sur cette situation. On a, sur cette question, déjà 3 rapports parlementaires sur ce que c'est que la pollution. Les conséquences, c'est simple. Champion du monde du cancer de la prostate. Lorsque le professeur Bellepomme dénonce le scandale, on dit que ces analyses sont fausses. Quelques années plus tard, le CHU de Pointe-à-Pitre, qui systématiquement
prélevait le sang dans le cordon embryonnaire des mères accouchant au CHU, fait des statistiques. Que disent ces statistiques? Que 95% des femmes qui accouchent ont du chlordécone dans leur cordon ombilical. Quelques années plus tard, une autre étude, qu'on appelle le rapport Timoun, dit que ces mêmes femmes qui ont accouché de ces enfants dans le CHU de Dadabi, tous ces enfants dont la mère avait du chlordécone dans le cordon ombilical sont victimes de retard psychomoteur. Il faut savoir que le chlordécone est un perturbateur endocrinien et comme tous les perturbateurs endocriniens, c'est transgénérationnel. Je dis que dans cette affaire, il y a 3 catégories. Il y a les coupables, il y a les complices et il y a les traîtres. Alors les coupables, c'est l'État. Pourquoi l'État? Parce qu'il était de la responsabilité de l'État d'interdire le chlordécone à temps et de ne pas accorder aux planteurs de bananes des dérogations, sachant que les études faites aux États-Unis montraient déjà que c'était un perturbateur endocrinien et qu'il avait des conséquences sur la santé humaine. Le deuxième coupable, ce sont les planteurs eux-mêmes. Ces planteurs étaient informés de la dangerosité du produit qu'ils utilisaient. Les ouvriers agricoles ont été des Haïtiens, des travailleurs immigrés qu'ils employaient parce qu'ils ne pouvaient pas lire ce qui était écrit sur le chlordécone qu'ils utilisaient à main nue pour mettre dans les bananeraies, parce que c'était écrit quand même sur les paquets qu'ils distribuaient, qu'ils utilisaient, que c'était un produit dangereux. Donc, voilà pour les coupables. Alors les complices. Les complices, ce sont tous les services de l'État qui, informés de la situation, n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les services de l'État auraient dû tirer la sonnette d'alarme. Les complices, c'est aussi la justice qui a systématiquement cherché à faire en sorte que cette affaire n'éclate pas. C'est aussi les médias qui, lorsqu'ils en ont fait des tonnes pour le sang contaminé, l'amiante, ou même récemment cette histoire de cheval dans les lasagnes, n'en ont pas fait une tonne pour le chlordécone. Et enfin, la troisième catégorie, les traîtres, c'est la classe politique. Ceux qui forcément savaient, ceux qui avaient les moyens, parce qu'ils avaient le mandat du peuple, d'informer le peuple, n'ont pas fait leur boulot. Ceux qui, plutôt que de défendre le peuple, ont préféré défendre l'intérêt particulier des planteurs, plutôt que la population qui les avait élus. Ce sont des traîtres. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, nous avons une situation où nous avons un empoisonnement généralisé d'une population. Nous avons des exploitants agricoles qui sont obligés de payer l'analyse de leurs denrées agricoles. C'est-à-dire qu'on demande aux petits planteurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas contribué à la pollution de leur sol, mais qui, par le fait qu'ils se trouvaient à proximité, ont été contaminés par infiltration, on leur demande de payer eux-mêmes l'analyse de leurs denrées qu'ils amènent sur le marché pour prouver que leurs denrées sont comestibles. Bien entendu, ces analyses coûtent très cher. Et ces petits paysans, lorsqu'ils ne peuvent plus produire sur leurs terres contaminées, ils passent en justice. La justice les condamne, saisissent leur exploitation. On a déjà eu 2 suicides,
de petits planteurs qui se sont suicidés. On a la même chose avec les producteurs d'écrevisses, de oiseaux, dont les bassins sont empoisonnés. Nous avons une situation alarmante. Donc, on a toute la chaîne alimentaire qui est aujourd'hui empoisonnée. Et l'État qui, rapport après rapport, ne fait rien. On a 3 rapports parlementaires. On a des rapports de scientifiques. Et pour l'instant, nous n'avons pas le début d'un commencement de mise en œuvre de solutions. Il faut faire quoi? Dépolluer les terres? Je ne pense pas qu'on ait les moyens technologiques pour le faire aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, sûrement, c'est réparer. Réparer pour tous les petits planteurs qui ont leur terre polluée, ils doivent être indemnisés. Réparer pour tous les gens qui ont eu un cancer parce qu'ils étaient soit ouvriers agricoles, soit parce qu'ils ont mangé en quantité trop importante des produits contenant cet organochloré, ce perturbateur endocrinien. En tout cas, l'État doit mettre en place un plan d'urgence pour faire en sorte de réparer. Nous sommes sur plusieurs générations d'enfants nés en Guadeloupe et en Martinique qui sont touchés par cette question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'ayant pas pu liquider les stocks en Guadeloupe et en Martinique, mais ces stocks ont été réexpédiés vers le continent africain. Et maintenant, plus personne ne peut dire qui utilise et dans quelle bananerie ces stocks sont utilisés. Merci à tous les marrons qui sont là. Tous ceux qui sont dans cette salle sont des marrons. Sometimes I feel like a motherless child, alone, alone, alone away from home.